Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de scolarité. Enfin, d'école, mais d'une école au passé. C'est l'école militaire préparatoire du Tampon qui a un projet en lien avec nos activités ici à BELS, c'est-à-dire au service des gens porteurs de handicap. Ils nous en parleront un peu plus tard. Pour justement développer le sujet, nous accueillons Serge Robert. Bonjour. Serge, vous êtes dans cette association en quelle fonction? Alors, je suis premier vice-président de l'association. J'étais à l'école de 72 à 80. Oui. Donc Dès l'ouverture de l'école. Dès l'ouverture. Tout à fait. Nous avons également Edwin. Edwin Etel. Edwin Etel, qui était le MPR de quelle année? De 77 à 85. D'accord. Et ma fonction actuelle, c'est deuxième vice-président de l'association des anciens élèves de l'MPR. D'ailleurs, il me semble que vous ne faites pas que ça dans vos engagements associatifs. Vous êtes aussi du côté de la Légion d'honneur, c'est ça? Voilà, je suis référent communication de la SMLH, de la Société des membres de la Légion d'honneur, et aussi je suis dans une autre association qui est celle des anciens sous-officiers de l'armée de l'air, les réservistes, où je participe en tant que secrétaire. Si on les cite, c'est parce qu'ils vont être en lien avec notre projet, certainement. Tout à fait, il y aura un soutien. Nous avons encore le plaisir d'accueillir Danny Waro, qu'on connaît déjà. Hein. Oui, moi je suis trésorier de l'association. J'ai été à l'école de 1974 à 1981. Alors, on a dit à l'école EMPR qui signifie École militaire préparatoire de la Réunion. Et je rajouterai du tampon. Qui était au tampon. C'était la fierté de la ville qui... Oui. Ils ont même fait un oriflamme pour la poste. Voilà, avec le cachet de la MPR, poste avec le MPR. Et c'était aussi, au niveau national, la dernière école d'enfants de troupe de France. Oui, c'est vrai, parce que toutes les écoles ont fermé au fil des années. Les écoles d'enfants de troupe ont fermé. En métropole, il y avait des écoles militaires. Il y avait du côté de... les écoles à Aix-en-Provence, La Flèche, tout ça. Mais ce ne sont pas Autun, mais ce ne sont pas des écoles d'enfants de troupe. Tout à fait. Alors, les enfants de troupe, c'était justement l'identité aussi de l'école. C'était des jeunes qui défilaient en tenue, qui avaient les épaulettes, qui avaient les remises officielles, la pucelle là, de l'insigne. Voilà, une vie militaire, des prises d'armes aussi, quand il y avait la visite d'un général, par exemple. On était une école militaire. Donc, dans l'école militaire, il y a le mot militaire. Donc, forcément, nous avions une éducation militaire, même si nous avions une éducation scolaire, je dirais, comme tout enfant de la Réunion à l'époque, même encore aujourd'hui. Mais c'était avant tout un encadrement militaire, avec les valeurs et tout ce qui tourne autour de la vie d'un militaire. Et pour clôturer, dans les années 77-78, il me semble, nous avons commencé à préparer la préparation militaire à terre, la préparation militaire parachutiste, oui, en prévision des futures carrières, que nous réservait la fin de cette école, en fait. Tout à fait. C'est quand les élèves entraient à l'école, quelque part à 11 ans, ils signaient un contrat de prise en charge par l'armée. En échange, ils devaient s'engager un minimum de 5 ans. Certains faisaient une carrière ou rembourser leurs études. Tout à fait. C'est ça. Et alors, donc, dans cette école militaire, est-ce que vous avez encore le souvenir de vos premières années avec cet ordre serré? On apprenait à marcher au pas, on allait au petit déjeuner au pas et tout pour pouvoir... On rentre en septembre, il fallait être prêt pour le 11 novembre. Oui, tout à fait, oui. De toute façon, c'était comme à l'armée, une incorporation, l'habillage, les sixièmes arrivaient un peu avant, et puis on apprenait l'ordre serré, à marcher au pas, dans une certaine discipline, pour aller déjeuner, dîner, le lavage du linge, etc. La discipline passait aussi par la tenue des chambres. Les armoires bien rangées au carré, le lit au carré, il fallait que ce soit propre. Les inspections, etc. Donc, effectivement, alors, ça faisait partie de notre vie. Aujourd'hui, on a plusieurs qui ont gardé la coupe militaire, voire même un peu moins encore. C'est l'âge. Mais c'est vrai que pour certains, l'incorporation, la première assimilation de l'esprit de groupe et d'identité, c'est l'uniforme commun et la coupe de cheveux. La coupe de cheveux. De toute façon, quand on parle de l'EMPR, tous ici vont vous parler de M. Icard, qui était notre coiffeur de l'école. Et avec lui, il fallait être copain. On parle de foot, on parle de tout pour essayer de ne pas avoir trop la boule à zéro. Danny nous a préparé un montage. Est-ce que M. Icard est dans le montage?
Oui, tout à fait, bien sûr. dans les photos. Oui. Bien sûr, il va apparaître dans les photos. Il fait partie. Un incontournable. C'est un incontournable de l'école, Monsieur Icard. Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, Parmi tant d'autres. Hussard, on va les citer un petit peu tout à l'heure, on verra des photos avec eux. Et alors, donc, ce reportage, vous pouvez nous présenter un petit peu? Alors ce reportage, c'est pour d'essayer de résumer en quelques minutes ce que c'était l'école militaire. L'école militaire, sa création. Donc l'histoire? L'histoire de l'école, pourquoi, comment on est arrivé à là. Ensuite, la première entrée, les élèves, tout ce que nous a été enseigné dans cette école. Ensuite, tout ce qu'on a fait au niveau des sports, du sport aussi, puisque nous étions un petit peu une école élite au niveau des sports, puisque ça occupait notre calendrier. Donc, on courait tout le temps, on jouait au foot tout le temps, on jouait au rugby tout le temps, etc. Et même les premières générations, j'ai cru comprendre qu'ils se réveillaient le matin, ça commençait par le footing. Nous, on avait un footing, on partait de l'école, là où actuellement se situe l'université. On courait jusqu'à soit la ligne des 400, pour ma part, j'avais connu même courir jusqu'à Bois d'Olive. Ça, c'était le matin au réveil. Le matin au réveil. Sans compter les heures de sport de l'EPS qui était à l'époque. On en avait 5 à 6 heures d'EPS dans notre emploi du temps. Ce qui était déjà plus que l'obligation institutionnelle. Tout à fait. Et en plus, le mercredi, en plus, tous les soirs. Les soirs, les gens s'entraînaient. Et nous avions la chance à l'époque d'avoir des éducateurs sportifs, des anciens pros de foot, d'athlétisme. Ouais. C'est la première fois qu'on a touché un ballon de rugby, c'était avec Roger Péguier, un sudiste de la France. On a appris à sauter à la perche avec celui qui a été entraîneur de Thierry Vigneron, etc. etc. Donc, je vous propose qu'on revienne sur la partie sport dans un troisième temps. Et dans ce premier temps, nous allons découvrir ce reportage. Bien sûr. Je tiens à préciser que dans le reportage, nous parlons aussi, bien sûr, de l'association. De l'association, de sa raison d'être et des actions qui ont été menées et du projet que nous souhaitons porter pour cette année. Très bien. Alors, regardons le reportage. Tout le sac que l'on porte, qui pèse 20 kilos, on marche comme des cloportes et l'on courbe le dos. Mais qu'une jolie fille vienne à passer par là, aussitôt nos yeux brillent et nous marquons le pas. À détailler son corps mignon, on en oublie, c'est du riant. Il y a des cailloux sur toutes les routes. Sur toutes les routes, y a des chagrins. Mais pour guérir le moral en déroute, il y a des filles sur tous les chemins. Il y en a autant qu'il y a de pierres, qu'il y a de fleurs dans les jardins, qu'il y a d'oiseaux sur la branche légère. Il y a des filles sur tous les chemins. Il suffit de trouver celle dont on a rêvé. Ainsi quand on pense à l'amour, le chemin semble bien plus court. Il y a des cailloux sur toutes les routes. Mais aujourd'hui comme demain, une raison suffit pour qu'on s'en foute. Il y a des filles sur tous les chemins. Qu'elle soit brune ou blonde, la fille que nous croisons, c'est la plus belle du monde aux yeux du bataillon. Et pour le deuxième classe, comme pour le commandant, c'est de l'amour qui passe et tout le monde est content. Nous nous dressons dans un frisson et nous chantons à l'unisson. Des cailloux sur toutes les routes, sur toutes les routes y a des chagrins. Mais pour guérir le moral en déroute, il y a des filles sur tous les chemins. Il y en a autant qu'il y a de pierres, qu'il y a de fleurs dans les jardins. Qu'il y a d'oiseaux sur la branche légère, il y a des filles sur tous les chemins. Il suffit de trouver celle dont on a rêvé.
Ainsi quand on pense à l'amour, le chemin semble bien plus court. Il y a des cailloux sur toutes les routes, mais aujourd'hui comme demain, une raison suffit pour qu'on s'en foute. Il y a des filles sur tous les chemins. Le bon vieux légionnaire est un soldat fameux. On peut tout lui faire faire, il fait plus qu'il ne peut. Il traversera les flammes, mais toujours en chantant. En pensant à la femme, il a ça dans le sang. Et c'est pourquoi les troubadours font rimer amour et tambour. Il y a des cailloux sur toutes les routes. Sur toutes les routes, il y a des chagrins. Mais pour guérir le moral en déroute, il y a des filles sur tous les chemins. Il y en a autant qu'il y a de pierres, qu'il y a de fleurs dans les jardins, qu'il y a d'oiseaux sur la branche légère. Il y a des filles sur tous les chemins. Il suffit de trouver celle dont on a rêvé. Ainsi quand on pense à l'amour, le chemin semble bien plus court. Il y a des cailloux sur toutes les routes. Mais aujourd'hui comme demain, une raison suffit pour qu'on s'en foute. Il y a des filles sur tous les chemins. Restons toujours unis. Sur ces dernières phrases, cette école a existé de 72 à 92. On peut dire, sans se tromper, que c'est une époque que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître. Ah, c'est exactement ça. Et dans l'absolu, on va dire que l'école, on l'a perdue très jeune, parce qu'elle n'avait que 20 ans. Et c'est dommage, parce que quand on voit tous les efforts qui ont été mis en œuvre pour que les élèves de cette école puissent réussir, bah, tout s'est capoté au bout de 20 ans. Et la plupart ont réussi d'ailleurs, que ce soit dans la vie civile, politique, militaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. La liste est longue. Hein. Tiens, pour parler de militaires, justement, ils ne sont pas tous partis vers une carrière militaire, mais ça a été votre cas, Edwin. Oui, j'ai fait une carrière dans l'armée de l'air. J'ai commencé comme sous-officier électronicien et ensuite, par concours interne, je suis devenu officier contrôleur aérien, donc aiguilleur du ciel, le même travail que dans l'aviation civile. Et voilà, j'ai fait une trentaine d'années en métropole et je suis revenu il y a quelques temps. Et alors, aujourd'hui, vous êtes à la retraite de la carrière militaire. Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, cette période de vie
à l'EMPR, ou cette période de vie à l'armée, ou c'est un continuum? C'est un continuum, et les bases que j'ai eues à l'école militaire, de solidarité, de travail, de goût de l'effort, de camaraderie, m'ont servi ensuite dans ma carrière, m'ont toujours servi. Et on se rend compte que la formation, elle est de qualité par les valeurs. On parle souvent des valeurs qu'on retrouve et qu'on met en application ensuite. Et puis après, à un moment donné, on retransmet aussi aux plus jeunes. Oui. Voilà, donc c'était une logique pour moi. Et aussi, ce que je retiens, moi, c'est que c'est un bel ascenseur social. Moi, je viens d'un quartier du port, de la CDR. J'ai fait ma scolarité élémentaire là-bas. Et ça m'a permis, effectivement, de partir et de voir autre chose, de voyager, de monter. Dany, comment se traduit pour vous ce passage de l'MPA dans votre vie au quotidien aujourd'hui encore? À l'instar de mon camarade, parce que j'ai fait aussi une carrière dans l'armée de l'air, commencé comme sous-officier aussi, mais terminé comme officier, mais très très tard, sur le tard. Mais ce sont les mêmes valeurs. Moi, ça m'a servi. J'ai été porté par les valeurs de l'école militaire pendant toute ma carrière. Et ça, bien souvent, dans des moments parfois un peu difficiles, je faisais un flashback sur ce que j'avais vécu à l'école, les moments de solidarité, de soutien entre nous, et ce qui m'a permis de passer des obstacles et d'avancer. Et aujourd'hui, maintenant que je suis à la retraite, j'essaye au quotidien de rendre quelque part, de rendre ou de donner ce que moi on m'a apporté. Ça c'est un trait commun à tous ceux qui sont passés à l'EMPA, ça s'inscrit même dans la devise, s'instruire, servir et se distinguer, servir. Et d'ailleurs, dans ce service, on avait un petit peu évoqué à votre dernier passage, l'EMPR, les anciens élèves de l'EMPR, a un projet. Oui, bien sûr, comme vous l'avez pu voir. Dans le projet, il était cité de juillet, mais je crois qu'il a changé de date. Oui, ça sera légèrement avancé. Ça sera plutôt fin juin. 23, 24, 25 et 26 sur 4 jours. Sur 4 jours, voilà, le projet... Le Handi Caravane de l'association des anciens élèves de l'EMPA. Tout à fait. L'école militaire, on en parle depuis tout à l'heure, mais certains ne savent pas. Elle était localisée où? Au Tampon. Sur le site de l'actuelle... le site de l'actuelle université au Tampon. D'ailleurs, la rue qui amène à cette université, qui a mené à cette école, c'est la rue du général Ailleret. Oui, Ailleret ou Ailleret. Oui. Tout à fait. Depuis le début, donc depuis le début, cette rue s'appelle comme ça, elle s'appelle toujours. C'était sur un site formidable, bien évidemment. Pour nous qui venons un petit peu des quartiers côtiers, on va dire, les villes du port de Saint-Denis ou autres, quand on est arrivé, je me souviens, au mois de septembre encore, au Tampon, il faisait frais. Et la tenue était quand même un short. Et la tenue était un bermuda. Un bermuda, tout à fait. Même en hiver. Mais c'était déjà pas mal, parce que on a moi je me souviens, on a eu une première paire de baskets à l'époque. Chose qu'on n'avait pas forcément quand on était à la maison. Et oui, il faut préciser que cette école, dans sa création, au départ, avait vocation d'apporter une qualité d'instruction au service de la population de La Réunion. Et si d'un côté c'est une école d'excellence, de l'autre côté le système éducatif n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Les collèges et les lycées qui existaient étaient beaucoup plus rares. Et en même temps, ils n'avaient pas tous des installations sportives. Moi je dirais même que c'était la toute première école concernant l'égalité des chances, puisqu'elle était ouverte à tous les Réunionnais, quel que soit leur milieu social et culturel et autres. Et dès la première année, il y avait quand même un concours, mais il y avait une partie d'élèves qui entraient sur concours et une partie d'élèves qui entraient sur critères sociaux pour pouvoir... Non, tout le monde passait le concours. Même dès la première année, d'accord. Dès la première année, je me souviens, je suis allé passer le concours et tout le monde a passé le concours, effectivement. Et là, comme moi, parce que moi j'y étais aussi, mais j'ai vécu beaucoup plus tard, les instituteurs préparaient leurs élèves avec fierté. Quand ils venaient d'un quartier, il y avait une fierté de dire un de mes élèves est entré à l'école. Exactement. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Alors oui, je voulais rajouter, oui, effectivement, on pense toujours à l'élitisme. Moi, je reviens après des années de métropole et j'entends école d'excellence, etc. Mais c'est vrai que c'était très, très ouvert et c'était au mérite. Au départ, il n'y avait pas de quota. Après, effectivement, peut-être qu'à la fin, l'école était un peu victime de son succès, où ça a attiré les meilleurs élèves de certains milieux un peu plus aisés. Mais dans les premières années, c'était vraiment ouvert. Très ouvert. Tout ouvert. Et c'était au mérite. Et le concours, la vocation de l'école, c'était aussi dans ses statuts de fabriquer des gens prêts à aller dans une... Je dis fabriquer façon de parler, parce que
on reformatait, on apprenait à penser différemment, on a pensé à penser militaire en vue de faire une carrière militaire. Donc on avait double, je dirais, culture, la culture familiale, modeste pour certains, moins pour d'autres, et la culture militaire totalement. Oui, là, le but n'était pas, il n'y avait pas non plus un suivi statistique pour qu'il y ait un pourcentage de gens qui arrivent à l'armée, parce que dans le contrat d'éducation, si on ne remboursait pas, il fallait faire 5 ans au service de l'État. Moi, j'ai des amis qui sont partis dans l'équipement, dans l'éducation nationale, etc. Donc, ils remplissaient ce contrat-là pour l'État. Voilà, on avait des gens avec un socle de valeurs. On incitait, c'était plus facile de s'engager dans l'armée, mais ce n'était pas une finalité, il n'y avait pas une pression particulière là-dessus. Hein. Alors, je vais vous proposer d'avoir un regard, cette fois-ci interne, par mémoire bien sûr, de personnels qui ont travaillé. Regarde le reportage. La rentrée à l'EMPR en 77. On a fait le restaurant, on a fait la couture. Et avant la couture, on allait partir un petit peu quelque temps au service d'entretien avec les élèves. Commencer avec le colonel, nous était bien, c'était une famille comme il disait, une famille. Il était gentil, hein. Sissionne, et la dame, elle était très, très, très gentille. Chez nous, il y avait les profs qui venaient pour les élèves. J'ai fait l'ouverture, je me souviens, c'est tellement loin maintenant. C'était une annexe pédagogique du lycée, et le proviseur nous posait la question, est-ce que ça vous dit d'aller enseigner à l'école militaire? La plupart des profs avaient un service partagé entre le lycée et l'école militaire. Le lycée Roland-Garros? Au lycée Roland-Garros. Les élèves étaient tous motivés, l'encadrement militaire était à fond derrière les élèves. Et donc, on laissait personne en chemin. Il avait un peu, quand il quittait, il portait l'école à Saint-Cyr aussi, non? Quand il venait, il était habillé avec ça. M'a bien admiré ces élèves-là. Pour moi, c'était encore des enfants, même pour moi. Pour moi, c'était mes enfants, quoi. Ah oui, on était vraiment fiers, bien sûr. 90 des filles à rentrer, mais pas beaucoup. Hein. La journée était en short comme les garçons, les petits shorts bleus, là. Ils n'avaient pas non plus des pantalons en hiver, parce qu'ils voulaient être dans cette école-là, quoi. Et le rapport avec les militaires? On était toujours invités par les dirigeants d'école à toutes les manifestations. Quand ils défilaient devant la mairie, tout ça, c'était la première tête. Il y a une année que les élèves de l'MPR sont partis en 84, 85. Ah oui, voilà. Les enfants, ils reconnaissent moi, ils viennent chez moi, bonjour, ils crient, ah, mais Toinette, ah, ça va Toinette? J'ai conservé beaucoup d'amitié avec de nombreux élèves que j'ai revus. Beaucoup sont partis aussi en métropole ou ont fait carrière ailleurs. Toujours quelques visites agréables. Et alors, quand l'école a fermé, la chagrinao? Ah oui. Ah oui. La chagrinao. Tous les dimanches, je m'y prenais ma voiture. Dimanche après-midi, il restait devant au moins 1 heure, 2 heures en face. Fermeture, oui, ça a laissé, chez tous les collègues, ça a laissé des regrets. Parce qu'on avait quand même d'excellents élèves, d'excellents résultats. Ça me regrette beaucoup que le MPR a fermé. Oui, parce que l'AMPE est parti dans l'éducation nationale, la moitié dans la défense. Mais ça restait quand même une école où les enfants étaient suivis, devaient travailler, il y avait des études le soir. Et un petit mot pour conclure cette... Allons mettre ensemble pour fêter les 50 ans. Entre anciens élèves, professeurs, personnel, ceux qui sont encore encadrants militaires, ceux qui sont encore à la Réunion. Voilà, sur cette photo, on reconnaît ce fameux monsieur Icard dont vous parliez, qui est le chauffeur, qui était le coiffeur, pardon. Avec monsieur Icard, il y avait monsieur Kalizingue, monsieur Wong Fong qui était au service de menuiserie. Et il y avait aussi monsieur Lebon, si je ne me trompe pas, qui était au service de nettoyage, cette photo. Alors, allons mettre ensemble pour les 50 ans. 72, on est en 2022, 50 ans. Allons mettre ensemble autour du projet dont on va parler un petit peu plus. C'est le Handi Caravane de l'association des anciens élèves de l'EMPR. Pour les 50 ans de l'EMPR, c'est ça? Oui, le projet avait mûri en se disant, comme nous sommes des sportifs, nous étions des sportifs, ou un petit peu moins aujourd'hui, c'est d'organiser un tour de l'île pédestre
un toit pédestre. Mais on s'est dit, il faudra pour sensibiliser les gens davantage, de s'associer à une cause, et une cause noble, ce qui est pour la défense d'aider les gens qui sont porteurs du handicap. Se mettre au service. Se mettre au service des gens, d'où un morceau de notre devise, servir. Servir, donc bien évidemment, on s'est dit pourquoi pas, et l'idée a mûri comme ça, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a élaboré ce projet-là. Ce projet va se tenir fin juin, parce qu'on devait le faire en juillet. On redonne les dates, le jeudi 23 au dimanche 26 juin, on continue tous les jours. Tout à fait. Donc la caravane va partir du sud. Pour information, je pense qu'on va partir du Tampon et nous allons partir dans le Grand Sud. Dans le Grand Sud pour revenir par l'Est et le Nord et reterminer notre caravane sur le Tampon. Ce qui est symbolique pour nous puisque l'école était située au Tampon. Danny, dans cette caravane, comment on rencontre la population? À quel moment ils peuvent venir nous voir? On sera sur le parcours. Les gens peuvent identifier avec des... bien sûr, nous serons identifiés avec, on va essayer de fournir des t-shirts à tous les participants. On va faire les villes-étapes. Sur les villes-étapes, on va exposer. Donc on peut les citer, les grandes étapes. Il y aura Saint-Pierre, il y aura Saint-Benoît, il y aura Saint-Denis certainement. Et peut-être du côté de l'ouest, Saint-Lô, Saint-Paul. Saint-Joseph aussi en fait. Saint-Joseph aussi. Saint-Joseph, bien sûr. Donc, et bien sûr, on passe par toutes les autres villes du tour de l'île. Tout à fait. Et dans ces étapes-là, il va y avoir des stands. On va mettre des stands en place, que ce soit notre association. L'association belge aura la sienne, mais aussi toutes les associations qui participent au projet autour du handicap. Bien sûr, toutes les associations qui souhaitent contribuer et participer à ce projet sont bien évidemment les bienvenus. Donc, vous aurez noté que sur le reportage, il y avait le contact EMPR, il y a aussi un numéro de téléphone. Il ne faudra pas hésiter, tous ceux qui veulent participer à ce projet, que ce soit sur une partie ou en totalité, des associations qui ont vertu régionale, d'autres qui ont des vertus beaucoup plus locales dans leur ville, venez participer à ce projet. Prenez contact avec le MPR au 06 92 72 00 92. N'hésitez pas à laisser un message si jamais il n'y a personne qui répond à l'instant T, mais n'hésitez pas à laisser un message. Sans faute, on vous rappellera. Écoutez, on va se quitter avec une image qu'on va juste voir, qui illustre bien ce qu'on disait, des élèves qui ont été au championnat de France, il y en a plusieurs. Là, on reconnaît le Major Torrent, le Chonlin, on reconnaît Cyril Ichan, le Blé Frédéric, Orboin Frédéric, Payette Walter, qui est prof de PS d'ailleurs. Et il y a eu plusieurs générations de champions, plus de 400 titres à La Réunion et des titres au niveau national. Avant eux, qui sont partis, Fontaine-Bernard, José, Luisin, il y avait toute une... Nufo Thierry, on peut en citer... En tout cas, on peut retrouver ces noms-là sur les maquettes, sur les expositions. Chacun peut retrouver son nom d'incorporation, parce qu'il y a une exposition itinérante. Je dirais même mieux, ils sont tous cités dans le livre qui va sortir en préparation, qui devrait être édité pour le mois de septembre. Écoutez, je vous remercie de nous avoir rejoints et on se retrouve pour en reparler de cette édition, peut-être plus tard. Bien sûr. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.